Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, et bienvenue au coin du feu. Ça fait quelque temps qu'on n'était pas ensemble. D'autres contraintes nous ont empêchés de répondre positivement à ce rendez-vous. Je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent qu'au coin du feu, c'est un concept que nous avons proposé à nos téléspectateurs pour que nous inspirons de ce que les feux représentent dans notre société. Les feux, c'est la lumière, les feux, c'est la chaleur, les feux nous permettent de cuire nos aliments. Les feux, en fait, nous permettent, dans la tradition africaine, quand il y a un feu, la nuit, c'était autour de ce feu que se transmettait le savoir, les récits physiques, etc. et tout ce qui avait comme importance dans la société. Nous avons choisi cette émission parce que nous voulons utiliser le peu que nous avons pu récolter à gauche à droite pour vous le transmettre. Ce n'est donc pas une connaissance qui nous est propre, mais c'est la connaissance des anciens. Les anciens, c'est ceux qui sont parvenus à écrire des ouvrages. Aujourd'hui, j'ai quelques ouvrages que je voudrais vous présenter. Même si je ne vais pas entrer en profondeur de tous les ouvrages, je vais seulement traiter 2 ouvrages, mais je voudrais quand même vous présenter aujourd'hui quelques ouvrages. 2 thèmes m'ont conduit. Nous avons donc 2 thèmes. Le thème d'actualité, qui est le thème de la guerre. Notre pays est confronté à une situation d'insécurité à l'est du pays et de plus en plus la culture, la connaissance, la mobilisation pour que défendre la patrie est en train de monter. Alors dans le domaine de la guerre, il y a un auteur célèbre, je crois que c'est un des livres les plus anciens qui a été écrit sur la guerre, c'est les livres de Sun Tzu, un livre qui a été écrit autour de 300 ans à peu près avant Jésus-Christ. Donc c'est un livre qui vient de la culture chinoise, L'art de la guerre. Évidemment, c'est le premier livre que nous allons essayer de décortiquer parce que beaucoup ne l'ont pas encore lu, mais c'est un livre d'actualité parce qu'il correspond à ce que nous pourrions faire comme nation. Deuxième livre que je vous présente, même si je ne veux pas l'approfondir, c'est un autre livre écrit par Machiavel. Tout le monde parle de Machiavel, tout le monde le connaît. Machiavel a écrit effectivement Le Prince, mais Machiavel a aussi écrit L'art de la guerre. Donc c'est un peu autour, plus de 10 siècles après, c'est lui écrit par Sun Tzu. Il est vrai que les livres se tiennent parce que la pensée, elle est universelle. Sur le premier thème, c'est autour de la guerre, que nous allons essayer de décortiquer l'émission de ce jour. Mais le deuxième thème que je vous présente, ce sera un thème sur la gouvernance. On parle beaucoup de gouvernance, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Un Congolais, un professeur d'université, a écrit un ouvrage extraordinaire, un très bon ouvrage. Le professeur Fouele Diangituka est un professeur d'université. Il enseigne les sciences politiques, il enseigne en Suisse, aux États-Unis. C'était quelqu'un qui écrit et cet ouvrage essentiel, nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Gouvernance, action publique et démocratie participative. Il estime, et il n'a pas tort, que après la démocratie, que nous connaissons tous, les États, les villes se gèrent aujourd'hui sur un autre concept qu'on appelle la gouvernance. On parle souvent de bonne gouvernance dans notre pays. Est-ce que nous savons ce que c'est exactement? Lui, il va plus loin, il dit, au-delà de la démocratie, il faut maintenant adapter la vie publique à la gouvernance. Nous allons encore présenter un de ces ouvrages, même si on ne va pas le traiter aujourd'hui. Terrorisme et guerre occidentale dans le monde. Vous voyez, donc, à part la guerre que nous avons à l'est du pays, aujourd'hui nous avons le terrorisme qui est une réponse négative, malheureusement, à certaines pressions que des peuples et des groupes subissent. Le terrorisme aujourd'hui est étudié et le professeur Feley en parle. Il estime que le terrorisme serait une des conséquences majeures des guerres occidentales dans le monde. On n'aura pas le temps certainement d'en discuter. Je reviendrai un autre jour avec cet ouvrage. Mais pour aujourd'hui, avec le temps qui a été raccourci, nous allons essayer de parler de l'art de la guerre. Mais avant que je n'aborde, suivons.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman. Nous sommes de retour ici, après cet intermède, Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors, quand vous lisez cet ouvrage, et je crois que je voudrais vraiment conseiller à tous ceux qui veulent diriger un jour ce pays, ceux qui sont en train de diriger ce pays, et les jeunes qui veulent grandir dans l'art de service à la nation, c'est un livre, d'abord, qui a soulevé une polémique. Parce que la question se pose, est-ce que Sun Tzu a réellement existé? Ouais. Plusieurs auteurs, plusieurs écrivains, plusieurs générations, pendant plusieurs siècles, se sont posé la question. Il y a donc une forme de, pas de polémique, mais de doute majeur sur l'existence physique réelle de cet homme. Mais qu'il ait existé ou pas, les écrits, nous les avons, c'est donc les écrits qui nous intéressent. Je reviendrai tout à l'heure sur la polémique sur son existence. Mais qu'est-ce que Sun Tzu dit? Il dit ceci, par exemple, pour parler de la place de la guerre. Sun Tzu, il nous dit ceci, et j'ai pris un petit extrait. Voilà, il dit ceci. Il dit, à l'époque, il écrivait que la guerre est devenue une entreprise dangereuse. Les derniers recours, là où tout autre moyen avait échoué. La mère politique, c'est de s'attaquer au plan de l'ennemi, à défaut de disloquer ses alliances. Car soumettre l'armée ennemie sans combattre, c'est la fin du fin. Dit-il en se montrant ainsi conscient du fait que la guerre n'était plus un passe-temps soumis à des règles, mais l'instrument suprême de la politique. Voilà la définition que lui, il donne de la guerre. Il continue, il dit aussi, un peu plus loin, en ce qui concerne, il dit, par exemple, parlant de la philosophie même de la guerre, Sun Tzu dit ceci, il dit, la guerre est une affaire d'une importance vitale pour l'État, pour la province, de la vie et de la mort. C'est la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est indispensable de l'étudier à fond. Il dit aussi que les armes sont des outils de mauvais augure. La guerre est une affaire sérieuse. On redoute que les hommes ne s'y engagent sans réflexion qu'elle mérite. Évaluez-la donc en fonction des 5 facteurs fondamentaux et comparez les 7 éléments énumérés plus loin. Vous pourrez ainsi en apprécier les données essentielles. Il continue encore en disant, et j'ai aimé bien cet extrait, il dit effectivement que
celui qui excelle à résoudre les difficultés, les résout avant qu'elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci ne se concrétisent. Attaquez-vous donc au plan de leurs principes. Et il explique que avant de s'engager dans une guerre, avant de se battre avec l'ennemi, il ne faut pas y aller comme ça, comme on dit en lingala, ngulu ngulu. Non, il faut étudier l'ennemi et éviter de l'affrontement si possible, mais faire renoncer l'ennemi avant qu'il y ait affrontement. Quand on lit ça, on peut comprendre un tout petit peu certaines attitudes que nous ne comprenons pas, nous en tant que citoyens, comment notre armée, sur terrain aujourd'hui, est en train d'étudier pour encercler l'adversaire, pour le faire plier sans pour autant le vaincre militairement, en utilisant d'autres canaux, notamment, qu'est-ce que Sun Tzu parle ici. Et il dit effectivement que celui qui se bat pour la victoire, l'épée nue n'est pas un bon général. Il dit aussi que, donc, il faut étudier les mécanismes avec lesquels une armée peut vaincre, mais si une armée peut vaincre sans affronter l'adversaire, voilà ce qu'il appelle la fin du fin. Dans toujours cet ouvrage, je prends un autre extrait qui est extrêmement important. Il dit, alors, il distingue effectivement la vie militaire de la vie civile. Il dit, en ce qui concerne les convenances, les lois et les décrets, l'armée a son propre code qu'elle respecte généralement. Si on aligne celui-ci sur les règles qui président au gouvernement d'un État, les officiers seront tous déroutés. La bonté et la justice peuvent servir au gouvernement d'un État, mais non à l'administration d'une armée. La promptitude et la souplesse servent à administrer une armée, mais ne peuvent servir à gouverner un État. Ignorant tous des problèmes de commandement, avoir part à l'exercice de responsabilités, c'est situe la confiance dans l'esprit des officiers. Vous voyez donc que Sun Tzu a élaboré des principes de la guerre. Il a expliqué que dans tous les cas possibles, une armée se doit d'être gouvernée, et cette armée est gouvernée par la force du public, par la force de son peuple. Il est donc revenu aussi sur l'importance de la mobilisation du peuple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, dans l'ouvrage de Sun Tzu, il y a plusieurs aspects que je ne peux pas lire ici parce que ce sont des aspects tactiques, des aspects stratégiques de l'armée, ce qu'elle doit faire sur le terrain. Mais je lis simplement les grandes idées qui peuvent consolider, parce que l'art de la guerre de Sun Tzu a été utilisé même dans certains autres pays, notamment comme le Japon, comme les Américains, pour transformer ça dans même le commerce, même les rapports entre les nations. Mais il y a un aspect important que je ne peux pas oublier dans cet ouvrage, et je crois que ce sera par là les quelques mots d'incitation à la lecture. Sun Tzu dit effectivement ceci, que l'unité nationale est considérée par lui comme l'une des conditions essentielles d'une guerre victorieuse. Et ne pouvait être réalisée que sous un gouvernement dévoué au bien-être du peuple et ne l'opprimant pas. Il explique aussi que les théories reposaient sur la bonté et la justice pour lui, en rattachant la guerre au contexte politique immédiat, c'est-à-dire à l'existence ou à l'absence d'alliance, ainsi qu'à l'unité et à la stabilité sur le front intérieur et au moral élevé de l'armée, par opposition à la discorde dans les pays ennemis ou au mauvais moral de son armée. Il tente de définir une base concrète pour l'estimation rationnelle de la puissance comparée des deux parties en présence. La part qu'il accorde dans la guerre aux facteurs moraux, intellectuels et physiques, ainsi qu'aux circonstances, dénote d'une remarquable pénétration. Peu de théoriciens d'ailleurs militaires, même parmi ceux qui en Occident
jouissent de la plus grande estime, ont mis ce point en relief aussi clairement que l'a fait Sun Tzu. Il y a quelques 2300 ans, bien que Sun Tzu ne soit peut-être pas le seul à s'être rendu compte que la force armée est l'élément décisif dans les conflits internationaux, il fut le premier à redonner au choc des armées la place qui lui revient réellement. Il a donc conscience de répercussions financières de la guerre. Les allusions qu'il fait à la hausse des prix, aux quantités gaspillées, aux difficultés d'approvisionnement et aux fardeaux inévitables qui pèsent sur le peuple montrent qu'il reconnaissait l'importance de ces facteurs fréquemment négligés jusqu'à une époque relativement récente. Voilà un peu les quelques mots que j'ai essayé de garder pour vous, pour que nous puissions redécouvrir l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un petit livre qui a été édité pour cette fois-ci, édité aux éditions Champ Flammarion. C'est un petit livre de poche, mais qui peut être retrouvé sur Internet, je crois, parce que chaque intellectuel, nous sommes aujourd'hui dans une guerre qui ne dit pas son nom. Elle s'attaque à nos personnes, elle s'attaque à nos communautés, elle s'attaque à nos villes, elle s'attaque à notre pays, voire même elle s'attaque à notre continent. Voilà, Sun Tzu, l'art de la guerre. Ça a été un plaisir pour moi de prendre cet ouvrage. J'espère que les intellectuels, les jeunes, les étudiants pourront lire, parce que ça forme, ça forge, et tous nous sommes confrontés à la guerre, pas seulement celle militaire, mais celle même que nous combattons contre la précarité, contre la pauvreté. C'est une guerre que nous mettons, chacun de nous, pour éloigner les limites de la pauvreté et entrer dans une ère de prospérité. Il faut lire quand même cet ouvrage qui a inspiré plus d'un. Voilà, nous prenons une petite pause encore pour pouvoir revenir sur le second ouvrage. Quelquefois il suffit d'un téléphone ou d'un mot qu'on écrit à quelqu'un qui espère et qui attend un ami ou un frère, à ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un désamour, un sablier sans cœur. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Quand je pense à ma mère, que j'aurais dû aimer comme une prière, et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Un jour, il suffira d'un simple geste et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire
dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime, tant qu'il en est temps, encore temps. Voilà, je reviens vers vous, amis téléspectateurs, dans ce voyage, dans cette évocation de la lecture. Je vous avais dit, au coin du feu, ça nous permet de lire, de découvrir des ouvrages. Et aujourd'hui, le deuxième, je n'ai parlé un tout petit peu à l'introduction, c'est gouvernance, action publique et démocratie participative. Alors, l'auteur lui-même pose la problématique. Il dit, la société s'adapte avec l'évolution des théories. Si les gouvernements représentatifs étaient pendant longtemps l'idée maîtresse et les systèmes politiques de référence pour diriger les hommes, il tend à ne plus l'être depuis l'émergence de la gouvernance. Aujourd'hui, les États et les entreprises recourent à ces concepts pour assurer la stabilité sociale et pour se développer. Pour cette raison, non seulement la gouvernance a le vent en poupe, parce qu'on en parle, d'ailleurs vous entendez souvent bonne gouvernance, mais en plus, elle est devenue une référence pour conduire une entreprise et la société en général. Plusieurs des idées sont discutées dans l'ouvrage du professeur Foueley, qui s'adresse à la fois aux étudiants, aux spécialistes des sciences sociales, du droit, de l'économie financière et de l'économie d'entreprise, mais aussi à toute personne qui cherche à reculer les limites de la connaissance sur les concepts de gouvernance et de démocratie participative, ou qui est appelé à diriger des hommes. La gouvernance a l'avantage, c'est ça le professeur Follet le dit, de rendre effective et directe la participation des citoyens ordinaires à l'exercice du pouvoir. Mais qu'est-ce que la gouvernance? Pourquoi les villes modernes sont-elles gouvernées différemment? Pourquoi revendique-t-on ces concepts pour gouverner les républiques modernes et les hommes? Vers quel mode de gouvernance se dirige-t-on pour assurer une meilleure régulation sociale? Comment réformer les Nations Unies? Ces questions essentielles aident ainsi la gouvernance, ses ressorts et ses différentes manifestations. Il y a donc une prise à partie théorique qui est essentielle, parce que le professeur dit, il situe, lui, il dit que depuis la fin de la guerre froide, il y a une demande accrue pour une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques, pour plus de démocratie et pour un renforcement des pouvoirs locaux afin d'éviter une surcharge des demandes. À partir de l'interpénétration des signaux émis par des groupes sociaux, l'accent est désormais mis sur la prévision et la participation afin de mieux adapter la politique publique aux situations imprévues. Voilà le fondement de cette pensée. Alors, dans cet ouvrage ici, l'auteur va définir effectivement c'est quoi un peu la gouvernance et la problématique qui se pose à nos pays africains ici, où nous avons des difficultés pour reconnaître un peu l'importance de la gouvernance. Comme je venais de vous le dire, le professeur Follet dit qu'il postule lui-même en disant que la gouvernance est la meilleure théorie pour diriger les hommes en société, car l'élu qui jouit dès son entrée dans la fonction politique d'une légitimité totale est très proche des électeurs qui interviennent dans le fonctionnement du pouvoir. Donc, dans le cadre de la gouvernance, l'exercice du pouvoir doit être légitimé
pour que les décisions des autorités politiques ne soient pas contestées ou pour qu'elles soient efficaces dans la durée. En effet, la décision est le produit d'une conjonction hasardeuse entre les flux de problèmes, des solutions et des procédures, des choix indépendants les uns des autres. En matière de politique publique, la décision est un processus collectif, la décision. Et il estime qu'il y a 3 approches pour comprendre souvent comment on arrive à une décision. Il postule que la première approche pour arriver à une décision, c'est ce qu'il appelle les approches par les intérêts. Pour le professeur Foley, les acteurs impliqués dans la politique publique ou dans la gouvernance poursuivent prioritairement leurs propres intérêts. Et ils sont rationnels. Le terme acteur désigne ici celui qui agit. Il peut être un individu ou un groupe. Pour déterminer la présence d'un acteur collectif, il faut 5 critères. Je vais rapidement vous les désigner, parce que cet ouvrage est magnifique. C'est un ouvrage écrit avec une telle fluidité que l'intelligence qui est dedans se construit et se transfère facilement. Donc, il dit que pour déterminer s'il y a un acteur collectif, il faut, les premiers critères, c'est qu'il faut qu'il y ait un système de prise de décision collectif. Il faut qu'il y ait des intérêts communs. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'intégration. Il faut qu'il y ait une représentation interne et externe de l'acteur collectif et une capacité d'innovation. Dans le processus de prise de décision, l'acteur renvoie à la participation et à la décision. Dans ce sens, l'individu qui est capable d'action stratégique cherche toujours la maximisation de son utilité personnelle. L'homme rationnel est dans une quête permanente pour satisfaire ses besoins ou ses intérêts. Et il utilise toutes les astuces pour y parvenir. C'est dans cette perspective qu'il cherche à contribuer au processus politique ou à influencer les résultats à travers ses contributions. Ainsi, l'action publique, comme toute action humaine, s'explique par des stratégies d'individus cherchant à maximiser leur intérêt personnel. Selon cette approche, on postule que devant toute situation, l'individu fait un choix rationnel ou choix public. Les individus produisent du changement social par agrégation et par interaction, sans qu'il en soit forcément conscient. Pour analyser l'action publique, il faut donc interroger ce que veut l'individu, les groupes organisés et l'État. Donc ça, c'est l'approche par intérêt. Deuxième approche, et ça va nous permettre de clôturer cette partie, c'est qu'il appelle les approches par les institutions. Les comportements des acteurs impliqués dans les politiques publiques ou dans la gouvernance est déterminé par les règles fixées par les institutions sociales et politiques des pays où ils résident, où celles-ci régissent leur interaction. À toute occasion, l'homme doit être conditionné ou cadré pour qu'il s'adapte et s'intègre dans la société. C'est le rôle des institutions. Et il cite ici Thomas Hobbes qui disait que déjà que l'homme est un loup pour son semblable. C'est-à-dire que pour défendre ses propres intérêts, l'homme est prêt à dévorer son semblable. Pour construire une société basée sur la coopération, il faut lutter contre la nature humaine qui tend à nuire à autrui pour satisfaire ses propres objectifs. Mais le travail de limitation ne peut être mené que par une instance étatique et à travers des institutions. Les Léviathans de Thomas Hobbes auraient précisément pour vocation de forcer la coopération entre les hommes à travers des moyens de contrainte. Nous voyons ici comment l'IGF travaille, comment le Parlement, comment on force les gens à la coopération, parce que si les hommes, on les laisse seuls à leur propre fantaisie, ils vont se dévorer les uns les autres. De la même façon, l'État moderne, qui poursuit la mission remplie jadis par les Léviathans, est une instance productrice de la coopération par la contrainte. L'État offre les garanties nécessaires permettant aux hommes de poursuivre leur utilité personnelle dans un environnement pacifié et réglementé. D'où il faut qu'il n'y ait pas de guerre pour que cette société-là
puisse prospérer. C'est la coopération qui permet tout ordre social. Pour cette raison, un accent particulier est mis sur les institutions qui mènent à la coopération. Voilà. C'est un livre magnifique. Et il estime, et ça c'est le troisième élément, il estime que les buts de l'institution est de recourir aux contraintes extérieures parce qu'elles sont susceptibles d'affecter ou de conditionner l'ordre de préférence de l'acteur. Voilà, nous allons sans doute plus tard revenir sur cet ouvrage magnifique. Mais aujourd'hui, le professeur Fellet nous dit effectivement que les pays doivent accepter la gouvernance parce que aujourd'hui, pourquoi il y a des résistances par rapport à la gouvernance? Parce que la gouvernance, c'est aussi la capacité de se faire coter, de se faire noter. Aujourd'hui, il y a des institutions de notation. Un pays qui arrive à se comporter d'une certaine manière est noté, est coté et par des instances indépendantes. Et la gouvernance permet effectivement une évaluation de la manière dont le pays est géré. Voilà, nous avons aujourd'hui, je vous avais dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, malheureusement, Orman, mon réalisateur, est tellement strict sur le temps que j'ai dû donc présenter que 2 ouvrages. Donc je vous dis effectivement que nous avons parlé de la guerre avec Sun Tzu et nous avons parlé de la gouvernance avec le professeur Fellet Diakintoukwa, que j'espère retrouver la prochaine fois pour son autre ouvrage sur le terrorisme et guerre occidentale dans le monde. Et nous allons effectivement revenir aussi sur l'art de la guerre de Machiavel. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission au coin du feu. Et vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Vous avez demandé que l'on puisse élargir. Mais notre idée, c'est que plus tard, au coin du feu, je ne sois pas le seul à présenter les ouvrages, mais que je sois accompagné de l'auteur même d'un ouvrage qui aura été publié. Tout ça, nous le faisons pour le bonheur de ceux qui aiment la lecture, ceux qui aiment la culture et ceux qui savent que c'est dans l'approfondissement de concepts que se trouve la force et le feu de l'action. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien. En tout cas, pour ce soir, Coin du Feu, c'est terminé. À la prochaine.